Réalisons à quoi on fait face, nous les scientifiques. Je veux dire, les lobbyistes des énergies fossiles, ils n'ont pas attendu que nous, on se réveille pour vraiment démonter la science depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc aujourd'hui, regardons eux, quelle est leur stratégie de communication et organisons-nous pour être au même niveau avec les mêmes ambitions de communication parce que pour l'instant, c'est pas nous qui sommes en train de gagner. Soyons très réalistes. Nous, glaciologues, le ressentons tous les jours. Les glaciers sont les ambassadeurs du changement climatique. Je m'appelle Heidi Sevestre, je suis glaciologue, donc mon métier, c'est d'étudier les glaciers partout sur Terre. Aujourd'hui, je travaille pour une institution qui s'appelle le Conseil de l'Arctique, donc tout au nord de la planète. Être glaciologue, c'est un vrai poids sur nos épaules. On a ce devoir de récolter les meilleures données possibles parce que finalement, on sait que derrière les glaciers, on a des vies humaines. Le métier de glaciologue, c'est tout d'abord de mieux comprendre ce que les glaces sur Terre essaient de nous raconter. On a des glaces sous plusieurs formes. On a des glaciers de montagne, comme dans les Alpes et dans les Pyrénées. On a des calottes polaires, comme le Groenland et l'Antarctique. On a du sol gelé en permanence qui s'appelle le permafrost ou le pergélisol. On a aussi de la banquise, qui est cette glace de mer que l'on trouve dans les régions polaires, au nord et au sud. Et le fait que ces glaces répondent au changement climatique, en fait, nous impacte directement. Ça impacte nos ressources en eau, ça impacte la hausse du niveau des mers, ça impacte notre santé, notre agriculture, notre économie. La neige et les glaciers de montagne, c'est les meilleures ressources en eau douce que l'on a sur Terre. Il ne faut jamais oublier qu'une grande partie de l'eau qu'on utilise à la sortie du robinet, ça vient directement de nos reliefs, de la fonte de la neige et de la fonte de la glace. Sans l'eau des montagnes, 2 milliards d'humains vont manquer d'eau douce. Ce glacier-là, il me donne de l'eau. Sans glacier, pas d'eau. Sans eau, pas de vie. La colère. Avant, on avait de l'eau. Sans les glaciers, l'agriculture, l'industrie, l'énergie sont en panne. Les relations internationales se tendent. Bien sûr, les déficits et la rareté de l'eau pourraient engendrer des conflits. Le problème aujourd'hui, c'est quand nos glaciers, nos calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique fondent, cette eau, elle peut se retrouver dans nos océans et participer à la hausse du niveau des mers. Aujourd'hui, on a pratiquement 1 milliard de personnes qui habitent entre 0 et 10 mètres d'altitude sur nos littoraux. Donc plus le Groenland, plus l'Antarctique fondent, plus nos glaciers de montagne disparaissent, plus ce sont littéralement des centaines de millions de personnes qui risquent d'être déplacées. Aujourd'hui, un des grands sujets sur lesquels on bosse aussi, c'est les risques qui sont associés à la perte de la glace, du pergélisol en pleine montagne, ce ciment qui maintient nos montagnes ensemble. « 28 mai 2025, 15h24. En Suisse, le glacier du Birch s'effondre. Dans la vallée, 130 maisons et l'église du petit village idyllique de Blatten sont engloutis sous 10 millions de mètres cubes de glace, de roches, de boue. Heureusement, les glaciologues ont pu prévoir plusieurs jours à l'avance l'effondrement du glacier. La plupart des habitants de Blatten ont pu être évacués. On déplore une seule victime. Mais ces images multidiffusées des Alpes qui s'écroulent choquent le monde. Et malheureusement, plus nos montagnes se réchauffent, plus cela crée des risques pour cette population qui habite à proximité des glaciers. Donc on n'a jamais eu autant besoin de glaciologues qu'aujourd'hui. Si on veut vraiment préserver le plus de vies humaines, il faut qu'on continue à étudier les glaces. En France, on a de la chance d'avoir un des piliers de notre économie auquel on pense peut-être pas tous les jours, c'est le fleuve du Rhône. Le fleuve du Rhône, c'est un des plus grands fleuves français en termes de débit, mais regardons d'où il vient. En fait, il vient d'abord d'un glacier qui s'appelle le glacier du Rhône, qui est chez nos voisins, les Suisses. En été, quand le débit du fleuve est très bas, la France doit demander à la Suisse de vider un peu d'eau du lac Léman, qui servira aux nombreuses activités économiques de la vallée du Rhône, la deuxième région la plus riche de France. Avec le barrage, la Suisse contrôle donc un robinet essentiel pour l'économie française, alors que les étés secs se multiplient. Ce glacier du Rhône, quand il arrive côté français, il est connecté à plein de trucs. Déjà, à un des premiers bassins agricoles en France, le bassin Rhône-Méditerranée, donc qui va évidemment jusqu'à la Camargue, qui est, je crois, en termes de volume produit, un des plus grands bassins agricoles français. Mais aussi, le long du Rhône, on produit énormément d'énergie, que ce soit par des barrages, et ne l'oublions pas, par des centrales nucléaires. Si le Rhône continuait à baisser, notre peur, c'est que l'eau de la mer remonte beaucoup plus et on ne pourrait plus irriguer. Ça serait la mort de la Camargue telle qu'on la connaît aujourd'hui, quoi. Donc nos centrales nucléaires, notamment le long du Rhône, sont très contentes qu'il continue à y avoir de l'eau qui circule dans ce fleuve
pour pouvoir se refroidir pendant l'été. Donc heureusement qu'on les a encore ces glaciers pour nous donner de l'eau pendant l'été. S'ils n'étaient pas là, c'est vite vu, hein. Tout le monde en France, je pense, le ressentirait très très vite. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin de dialoguer de façon très amicale avec nos voisins suisses, parce que qu'est-ce qui risque de se passer si nos voisins suisses décident de garder une grande partie de l'eau du Rhône? Ça risque d'être compliqué pour nous. Quand les décideurs et les politiques réfléchissent à ces questions difficiles, ils se demandent « Dois-je investir dans les technologies du climat? Dans des mesures d'atténuation? Est-ce rentable ?» Il faut arrêter de parler du prix que cela coûtera de sauver la nature. Nous devons comprendre que ce qui a vraiment un coût, c'est de ne pas sauver la nature. Peut-être pas le bon terme, mais on est un peu des lobbyistes de la science aujourd'hui. Quand on voit que la science est vraiment très malmenée sur les réseaux sociaux et que le grand public parfois ne comprend pas pourquoi on continue de faire de la science, et c'est à nous finalement d'être les meilleurs défendeurs de la science, parce que si nous, les glaciologues, on ne va pas voir les médias, on ne va pas voir le grand public et les politiques, personne d'autre le fera à notre place. Et moi, très tôt dans ma carrière, j'ai eu la chance en fait de faire mon doctorat dans l'université la plus au nord du monde, dans l'Arctique. Et en fait, dans cette petite université, qui était devenue l'épicentre du changement climatique, chaque semaine, on recevait des journalistes, des chefs d'État, des rois, des reines, c'était complètement fou. Et en fait, j'ai eu un déclic à ce moment-là pendant mon doctorat. Je me suis dit, mais en fait, si on veut vraiment préserver la cryosphère, donc toutes ces régions de neige et de glace sur Terre, en fait, c'est à ces personnes-là qu'il faut qu'on parle. Donc assez rapidement, dans ma carrière de scientifique, j'ai réalisé que si on voulait que la science ait un impact, il fallait qu'elle soit communiquée. Et communiquée peut-être d'une façon assez originale, il fallait qu'elle soit communiquée avec émotion. En fait, si les personnes auxquelles on parle n'ont pas confiance en nous, si elles ont l'impression de parler à des robots, ça ne va pas les convaincre de faire la différence. Donc en tant que scientifique, aujourd'hui, il faut qu'on montre qu'on a quand même un petit cœur qui bat. Moi, je me souviens d'une réunion qu'on avait faite plutôt en off, et je ne vais pas mentionner dans quel pays c'était, mais on était allé parler justement à un parlement, et on leur parlait de la fonte des glaces, de la banquise qui est en train de s'effondrer dans l'Arctique. Et je voyais que ça ne se connectait pas, quoi. Je voyais que le lien intime avec les glaciers n'était pas tout à fait là. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti des cartes d'élévation du niveau des mers où habitaient certains membres de ce parlement. Et on leur a donné des échéances. Et là, j'ai vu des mâchoires qui se décrochaient et des réactions assez violentes, émotionnelles face à ces cartes de hausse du niveau des mers. Donc je pense que, en fait, plutôt que de parler à des politiques, il faut parler aux humains derrière ces politiques et essayer de toucher leur cœur plutôt que leur tête. Merci beaucoup. This decade is very important for all of us. We took the decision and UNESCO will operate this decade for science, for action and for concrete deployment of programs, strengthening our action for cryosphere. It's extremely important. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout votre soutien. N'empêche, c'est incroyable qu'il parle de la cryosphère comme ça. Parce qu'on aurait imaginé il y a 5 ans qu'un président parle le mot cryosphère dans sa bouche, je suis pas sûre. Donc, c'est pas des chiffres qui vont convaincre quelqu'un, c'est vraiment de le toucher dans ce qu'il a de plus intime, c'est de le toucher dans sa chair, de le toucher dans ses tripes. Et aujourd'hui, c'est plus ce qu'on essaie de faire dans le monde politique, c'est de s'adresser à l'humain derrière tout ça. Et on lâchera rien parce qu'on a besoin des politiques. Le triangle de l'inaction, c'est quelque chose qui a été créé par Pierre Perretou. On imagine un triangle et au niveau de mon taf, une de nos responsabilités, c'est d'aller parler aux politiques. Donc on va voir les gouvernements qui sont peut-être en haut de la pyramide, en haut de ce triangle de l'inaction. On leur parle des glaciers qui fondent, on leur parle du fait qu'on a une élévation du niveau des mers qui va être pulvérisée dans les décennies qui arrivent. Et ces politiques nous disent c'est un peu compliqué pour nous d'agir si le grand public, la société civile ne s'y met pas, qui est une autre partie du triangle. Donc on va voir la société civile, on va leur parler des glaciers qui fondent, du fait que les ressources en eau sont impactées, qu'il y a la hausse du niveau des mers. Et la société civile nous dit très justement « Ouais, mais attendez, nous, on est au max. On est au max de ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. » Ce qu'il faut vraiment aller voir, c'est le secteur privé. Parce qu'à côté de chez moi, on a un incinérateur qui pollue à fond, on est une entreprise qu'on n'a rien à battre. Allez parler au secteur privé. Donc maintenant, c'est ce qu'on fait. On va parler au secteur privé, qui est un autre coin du triangle de l'inaction. Et le secteur privé, on réalise que quand on va voir les entreprises, alors elles ne sont pas toutes au même niveau, mais il y en a qui se bougent à fond, qui essaient de rien lâcher et qui nous disent « Ah non, mais c'est un peu dégueulasse parce que nous, nos compétiteurs qui polluent 10 fois plus que nous, qui payent leurs produits moins chers que nous, ils ne sont pas pénalisés en fait pour la pollution qu'ils sont en train d'émettre. Donc pour changer tout ça, allez voir les politiques parce que c'est eux qui sont en charge des réglementations. Et en fait, dans ce triangle de l'inaction, tout le monde a raison. Tout le monde a raison d'être frustré
Et tout le monde se pointe du doigt en disant « Nous, on essaye, mais allez plutôt voir les autres parce que c'est à eux de changer les choses. » Mais en fait, dans ce triangle de l'inaction, on a besoin de tout le monde. Et en fait, c'est ça qui est assez génial, c'est de transformer aujourd'hui ce triangle de l'inaction en triangle de l'action. Et c'est vrai que c'est super déboussolant, je trouve, quand on se bat pour le vivant et contre le changement climatique, de voir qu'il y en a qui n'en ont rien à foutre et qui pulvérisent l'empreinte carbone d'une société, quoi. On sait qu'il y a vraiment des déséquilibres absolument monumentaux à ce niveau-là, mais c'est clair qu'on n'a pas tous la même empreinte carbone et on n'a pas tous les mêmes moyens d'agir. Aujourd'hui, ouais, au niveau individuel, un des gestes les plus forts, les plus importants qu'on peut faire, c'est vraiment de voter, quoi. En fait, si des candidats aux élections ne parlent pas de la biodiversité, ne parlent pas du climat, ne parlent pas de notre santé, c'est qu'ils n'ont rien à battre de notre avenir, quoi. Donc, réalisons ça. On a un grand pouvoir entre nos mains. Quand on peut voter, utilisons-le comme il faut. Aujourd'hui, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on sait exactement comment sauver les glaciers sur Terre. Pour sauver les glaciers, il faut vraiment qu'on diminue la quantité d'énergie fossile qu'on utilise. Tout simple, hein, pour 1 kg de CO2 qu'on émet, c'est à peu près 15 kg de glace de glacier qu'ils font. Et aujourd'hui, si on veut vraiment attaquer le problème à sa racine, il va falloir diminuer la quantité de charbon, de gaz, de pétrole qu'on utilise. Ce qui est trop bien aujourd'hui, c'est que les énergies renouvelables, elles coûtent moins cher que les énergies fossiles. Et en parlant des énergies renouvelables, il y a des pays dans lesquels ça marche à fond. Il ne faut pas oublier que le Portugal, 70% de son mix énergétique, c'est les énergies renouvelables. Au Royaume-Uni, leurs émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on sait que c'est très important dans le sujet du climat, sont retombées au niveau d'avant la révolution industrielle. C'est quand même un achievement, c'est quand même un succès de fou, ça marche très bien. Il y a une vraie volonté politique d'y aller. Quand aussi la population a la chance de pouvoir être éduquée sur ces sujets-là, on voit que ça marche. Ça marche aussi au niveau économique. Aujourd'hui, lutter pour la protection du vivant et lutter contre le changement climatique, ça permet à des entreprises de faire des économies. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui pour arrêter de subventionner les énergies fossiles, pour arrêter de subventionner notre propre disparition? Et mettons cet argent dans des solutions qui marchent, des solutions locales qui sont bonnes non seulement pour les glaciers, mais aussi pour notre santé et pour notre économie.